Salut tout le monde et bienvenue à Un Pixel Près. Aujourd'hui, je vais vous proposer de nous intéresser à un jeu sorti en 2023 du nom de Karmazu. Un jeu indépendant en 2D de plateforme coopératif développé par Pasta Games et édité par Devolver Digital, un éditeur qui a l'habitude de s'occuper pas mal de jeux indépendants atypiques. Et il se trouve que c'est le cas de Karmazu, puisque le principe c'est qu'on va évoluer en temps limité dans un niveau pour collectivement collecter du karma qui va nous permettre ensuite individuellement de débloquer des personnages aux capacités uniques, nous permettant de créer de nouvelles équipes et de justement être plus efficace potentiellement en groupe, sachant que potentiellement vous ne savez pas avec qui vous jouez, et c'est tout l'intérêt du jeu, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui vont devoir s'entraider. J'ai rencontré Geoffrey Babilotte, qui a été senior game designer sur ce jeu. Il a aussi travaillé sur le level design. Alors, game design, ce sont les mécaniques de jeu. Level design, ce sont les niveaux eux-mêmes. Et il se trouve que j'ai pu le rencontrer dans un format assez particulier, puisqu'il s'agit d'un indé game dev. C'est un format que je fais sur Twitch en direct, où je découvre le jeu en même temps que je pose mes questions, d'où le fait que on se retrouve en ligne avec quelques interactions justement des gens qui publient des messages dans le chat, et également effectivement avec des fois le son du jeu en fond, puisque on est en train de jouer et on fait la plupart du temps pause pour que on puisse échanger sur une thématique particulière. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet entretien, et puis voilà, je vous laisse avec Geoffrey. Ouais, alors moi du coup c'est Geoffrey Babilotte aka Jojo City, et en gros je suis un game designer et level designer depuis 8 ans maintenant, et j'ai bossé sur différents projets dans différentes boîtes à chaque fois. Donc j'ai bossé sur, j'ai commencé en tant que QA, donc qualité test, et en gros je testais le jeu et puis je remontais des bugs, et je remontais aussi des tests et des playtests de d'autres gens sur Splasher, donc qui est un jeu de plateforme 2D où le principe était d'envoyer de la peinture, et qui était un peu un mix de Super Meat Boy avec le concept de peinture qu'il y avait un peu dans Portal 2. Ensuite, il y a eu Road 96. Ah non, j'ai eu Paper Beast d'abord. Paper Beast d'abord, qui était sur PS4 VR, qui est ensuite sorti sur VR globalement sur MetaQuest, etc. Et récemment, il est sorti sur le PS5 VR. Je pense que pas beaucoup de monde là, du coup, ce PS5 VR, mais il est sorti dessus. Et donc c'est un jeu plutôt puzzle game, exploration, où on va être dans un environnement onirique avec des créatures en origami. Et on va utiliser pas mal le fait qu'il y ait le terrain soit simulé. Il y a des écoulements d'eau, de sable, etc. Un peu à la From Dust. D'ailleurs, j'ai bossé avec Eric Chahi, qui était un développeur un peu connu du secteur du jeu vidéo, qui avait déjà bossé sur From Dust et sur des simulations de volcans, et c'était une des inspirations principales du jeu. Ensuite, il y a eu Road 96 avec DigixArt, qui est là sur le coup, donc sur Paper Beast, j'étais level designer, game designer, et sur Road 96, j'étais plutôt animateur. Je suis arrivé et j'ai pris les postes là où il y avait des besoins. Et là où il y avait le plus de besoins, à ce moment-là, c'était de l'animation. Et vu que j'en avais fait un petit peu, mais c'était très différent sur Paper Beast. Moi, je faisais du procédural sur Paper Beast. Et là, c'était plutôt de l'animation traditionnelle. Et du coup, après, j'ai bossé sur un plus petit jeu à Pasta Games qui s'appelle Pac-Man Party Royale, qui était du coup un Pac-Man, la licence Pac-Man. Moi, j'étais content de bosser sur une licence. J'avais jamais fait ça avant. Et un jeu multi où c'est une espèce de battle royale avec Pac-Man, où on t'es 4, et en fait, quand tu te fais toucher par un fantôme, tu deviens un fantôme à ton tour, et tu peux bouffer les autres Pac-Man, donc qui sont les adversaires que tu joues avec qui tu joues en ligne, et jusqu'à qu'il reste plus qu'un seul Pac-Man dans la partie. Et ça, c'était marrant. C'était sur plein de périphériques Apple, parce que c'était avec Apple Arcade. Et pour finir, Karmazu. C'est marrant parce que j'avais plus l'habitude de dire le dernier jeu, parce que c'est souvent NDA, et là je peux le dire. Donc la Karmazu, et c'est chouette parce qu'il est sorti. Ça a été un projet sur lequel je suis resté 2 ans. Et c'est certainement le projet où j'ai fait le plus là on voit plus mon travail, je pense, parce que j'ai vraiment bossé pas mal. Il y a en tout plus de 300 niveaux dans le jeu.
et j'en ai fait la moitié et l'autre moitié c'est Audrey Choquet-Leroy qui était avec moi, et sur la fin Audrey était partie, et du coup sur les derniers mois j'ai rechapeauté tous les niveaux, donc vraiment tous les niveaux je suis passé dessus. Ça, j'étais vraiment content de voir que je suis responsable de tous les niveaux du jeu, quoi. Donc si c'est pourri, c'est ma faute. J'ai principalement fait du level design, surtout sur Karmazu, c'était essentiellement du level design. Et là où j'ai fait le plus de game design, c'est plutôt Paper Beast, mais même encore là, j'étais quand même plutôt sur du level design. En fait, j'ai toujours été plutôt level design, mais à chaque fois, j'avais une petite couche de game design qui traînait dans le coin, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu plus grande expérience en level design direct. C'était quoi ton cursus? Alors j'ai un cursus un peu particulier parce que j'ai une reconversion. Parce qu'au départ j'étais en hôtellerie, donc rien à voir. Je faisais de la cuisine, je faisais du service et je rangeais les chambres. Donc j'avais tout un autre univers que j'aimais beaucoup aussi, mais qui m'a lassé assez vite. Et je me suis reconverti. Je suis arrivé à Montpellier essentiellement pour suivre ma copine de l'époque. C'était en grande partie pour ça. Et j'ai fait la fac Paul Valéry où il y avait une licence pro jeux vidéo là-bas. C'était plutôt orienté art. Et en gros, l'idée c'était de réfléchir à comment exprimer une intention, un message politique, une réflexion globale à travers un jeu vidéo. Comme si tu le faisais à travers une œuvre, une peinture, une architecture, etc. Voilà. En gros, c'était vraiment prendre le jeu vidéo comme un art en tant que tel et essayer de mettre en avant des valeurs, mettre en avant des choses qui te parlent, voilà, etc. Donc ça, c'était un peu l'orientation de la licence. Et en plus de ça, évidemment, ils apprenaient des choses techniques. Et c'était plutôt orienté game design. Donc ils utilisaient pas mal de game design documents, pas mal de ressources utilisées de Ubisoft. D'ailleurs, c'était avec le Rational Game Design notamment, etc. Mais voilà, en gros, c'était un peu ça l'orientation. Et donc, du coup, je me suis dit, ça peut être cool d'atteindre ça. Donc, il fallait que je fasse 2 années de quelque chose avant. Donc, j'ai fait 2 années de licence cinéma, qui était le truc le plus proche du jeu vidéo qu'il y avait. Il y avait aussi théâtre, où je pouvais faire d'autres choses, mais voilà, je préférais le cinéma. Et je me suis bien éclaté d'ailleurs à la licence cinéma. Et après, du coup, j'ai fait la licence pro, le master 1 jeux vidéo et master 2 jeux vidéo. Et ensuite, tout de suite après, voilà, j'ai enchaîné sur Splasher directement. Et après, tout le processus que je vous ai dit avant. C'est le genre de licence qui est très intéressante vis-à-vis de l'aspect recherche. Et effectivement, comme tu dis, d'aller chercher le sens dans ce que tu fais, dans les mécaniques, c'est voilà, là où tu vas apprendre la sémiotique situationnelle. Complètement. Oui, complètement. J'aurais pas dit ça comme ça, mais... oui, c'est ça. Non, mais en fait, ouais, c'est à la fois la capacité à avoir un esprit critique sur potentiellement la société au travers de ton jeu, de tes mécaniques et tout, et en même temps de te poser 2 secondes la question de quelle est l'expérience que je veux pour mes joueurs et mes joueuses, dans la façon de les inclure, dans la façon peut-être de les frustrer aussi, et peut-être de les amener justement à délivrer ton message. C'est super intéressant. Carrément, et ça a été vraiment une orientation qui m'a grave parlé, et c'était, je pense, une bonne façon de faire à Paul Valéry. Ce qui manquait juste, c'était le côté technique qu'ils avaient pas à cette époque-là vraiment. On était sur, je sais pas si toi t'as eu ça aussi, mais Multimédia Fusion, ce qui était assez rudimentaire quand même pour prototyper des jeux. Et donc il y avait pas vraiment de programmation. On était vraiment sur du prototypage très très succinct à la Game Maker, etc. Mais même en dessous de ça. Et donc, il a dû falloir apprendre. Attends, je vais réussir à tourner cette phrase correctement. Il a fallu apprendre à part, notamment via des game jams, etc., pour vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire ça bien, quoi. Ouais, c'est vrai que Multimédia Fusion. Alors, s'il y en a qui veulent s'essayer à la création de jeux et où les logiciels de jeux font trop peur, Multimédia Fusion, c'est pas idiot. Ouais, carrément. Mais je pense que maintenant il y a de meilleurs outils que ça. Ouais. Je pense que Game Maker, par exemple, s'y prêterait mieux, quoi. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que même à mon époque, c'était un peu daté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même un Unity, t'as tout le bagage de tuto. En fait, en une bonne semaine déjà, t'as des bases pour faire quelques trucs.
vraiment. Oui, Donc je clairement. pense que vraiment une semaine un peu intense, mais je pense que tu peux vraiment apprendre des trucs assez rapidement. Ouais, je pense aussi, ouais, effectivement. RPG Et, Maker, grave une bonne ref en vrai. Ça ah c'était, ouais? moi j'avais commencé là-dessus quand j'étais adolescent. J'étais sur RPG Maker XP et c'est sur là-dessus que j'ai pas mal expérimenté à faire des RPG, etc. Au début, je faisais forcément mon petit fan game Zelda, tu vois, comme beaucoup de gens. Et il y avait vraiment une bonne communauté en plus sur RPG Maker. Il y avait des forums et tout avec qui vraiment il y avait pas mal d'échanges. Il y a des gens qui passaient des sprites, des musiques de différents jeux Nintendo en MIDI parce que c'était pas encore possible d'avoir toutes les bonnes musiques officielles sur YouTube et pouvoir les choper comme ça. Non, à l'époque c'était vraiment avec les MIDI et c'était dégueulasse. Mais c'était quand même cool. Mais ouais, c'est super intéressant parce que du coup, potentiellement, donc on va la porte d'entrée pour nous, ça va être ton dernier jeu, Karmazu. Ouais. Mhm. Et ensuite, effectivement, ça va nous permettre aussi d'explorer un peu le passé, l'évolution aussi. Il y a aussi en termes de thématiques potentiellement la relation éditeur-développeur. On Ouais. en a beaucoup parlé lors du test de Prince of Persia. Ok. On a beaucoup parlé parce que justement voilà, le grand public en fait fait pas souvent la distinction entre Ubisoft le développeur et Ubisoft l'éditeur Oui, bien avec sûr. voilà avec toutes les problématiques créatives etc que ça peut poser et donc du coup potentiellement de discuter de ça un petit peu et évidemment parler GD avec Karmazu parce que déjà qu'est-ce que c'est Karmazu? Alors Karmazu, c'est un jeu multijoueur où le principe de base et l'intention surtout, c'était de jouer avec des inconnus et de partager de l'amour avec des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Tu vas faire une aventure avec eux et faire 4 niveaux et à la fin, voilà, essayer d'arriver jusqu'au bout. Et pour ça, il va y avoir plusieurs choses. Par exemple, une des une des spécificités principales, c'est que c'est un platformer 2D. Et autour de ton personnage, il va y avoir une aura. Et cette aura, si tu es isolé du groupe, ton aura va diminuer et tu vas mourir. Et donc, pour avancer tous ensemble, il faut que tout le monde soit dans, au moins par groupe de 2, dans des auras collectives. Et Ok. donc ça force la coopération. Et en plus de ça, chaque personnage va avoir des avatars différents. Et les avatars vont avoir des capacités qui sont différentes. Donc, en fonction de l'équipe, donc si t'es de 2 joueurs ou si t'es 10 joueurs, parce que ça va de 2 à 10, si t'es 2, 4, 5, 6, les niveaux vont pas être les mêmes. En fonction des avatars qu'il y a dans l'équipe, les niveaux vont pas être les mêmes. Et en fonction de l'expérience de chaque joueur, la difficulté des niveaux ne va pas être la même aussi. Donc en fait, ça va faire un choix parmi une liste de niveaux qui n'est pas procédural, donc c'est vraiment des niveaux faits à la main, c'est pour ça qu'il y en a plein. Et ça va vraiment te choisir un petit peu ta run idéale, en gros. Et alors, ce concept, il a émergé d'où? Alors le concept de base, ça fait un petit moment qu'il est en réflexion parce que le jeu, ça fait 3 ans qu'il est vraiment en développement dur, mais il y avait une idée bien avant. L'idée venait bien avant, et l'idée principale venait du fait de tenir les portes du métro à Paris. Tu sais, à Paris, quand tu tiens pas là, les espèces de grosses portes coupe-vent, tu risques de te la prendre dans la tête et de te faire très très mal. Donc, souvent, tu as des petits moments d'hésitation où tu vois quelqu'un derrière toi, tu sais pas si tu dois tenir la porte pour lui parce qu'il est suffisamment loin ou trop près, mais tu lui tiens quand même la porte en étant gentil, et voilà. Et donc, du coup, l'idée d'être sympa avec les autres en leur tenant la porte, c'était une des idées principales qui a fait que ce jeu a émergé, voilà. Et un des trucs sympas du jeu aussi, c'est le fait d'envoyer des cœurs aux autres. Oh. Le fait d'envoyer des cœurs, en gros, à chaque fois que tu vas faire une bonne action pour quelqu'un, genre tu vas lui tenir la porte, etc., et ben en fait, il va t'envoyer un cœur automatiquement, t'as un karma. Et avec ce karma, la mécanique du karma, c'est la monnaie du jeu en fait. Elle va te permettre d'acheter les différents personnages. D'accord. Et là, comme tu vois, j'ai squatté ton tuto. Je suis en fait, c'est un tuto multijoueur.
Ok. C'est un système multijoueur qui t'apprend à jouer avec d'autres gens. Et s'il y avait personne, tu aurais pu utiliser le robot là qui est ici. Le D'accord. tuto, tu tombes dans une session avec des gens aléatoirement. Donc là, je me doutais qu'il y aurait pas grand monde là maintenant parce qu'on est après la sortie du jeu et les serveurs sont un peu moins pleins. Mais il y a quand même du monde, mais t'avais quand même peu de chances de tomber sur quelqu'un dans le tuto. Là, je pense. Donc je suis venu t'accompagner. Alors là, du coup, tu vois, si on s'éloigne, Ouais. notre aura va diminuer et au bout d'un moment, on va mourir. Donc il faut qu'on reste collés l'un à l'autre pour que ça fonctionne. Donc là, tu vas pouvoir aller tout à droite et prendre connaissance d'un des prochains pouvoirs que tu vas pouvoir avoir, qui est de balancer des cœurs avec le joystick droit. Donc tu sais, je te parlais des cœurs qui se balancent automatiquement quand tu fais des bonnes actions, mais tu vas pouvoir aussi récompenser quand tu veux une personne qui te semble légitime à recevoir un karma. D'accord. Et alors donc, du coup, tu disais que l'inspiration première, c'est les gens dans le métro. Ouais, c'est ça. Et à quel moment, en fait, Ouais. vous venez avec l'idée du blob? À Alors quel le moment blob, ça c'est se marrant. transforme, ça? Alors le blob, c'est marrant parce que c'est vraiment une itération. Au départ, c'était un des personnages possibles dans le jeu. Et au bout d'un moment, en fait, le level design était assez contraignant parce qu'on devait toujours imaginer le level design autour des gros personnages et des petits personnages. Et il fallait que tout fonctionne à chaque fois avec les gros et les petits. Okay. Donc ça a fait que c'était contraignant parce que ça a limité des possibilités de gameplay, c'était pas forcément intéressant à chaque fois. Et donc est venue l'idée que par défaut, on ait un blob et qu'on puisse switcher à tout moment avec. Ça a évité le problème de je voulais pas ce pouvoir à ce moment-là ou j'ai un gros perso et ça me pose des soucis. Alors là, dans les cartes bonus, tu vois qu'il y a un truc qui est vert, c'est parce qu'il y a un trèfle à 4 feuilles dans notre équipe et qui fait ressortir des bonus qui ne sortent pas d'habitude. D'accord. Il amène des cartes en plus. Et là, forcément, tout le monde vote pour parce qu'elles sont craquées, ces cartes. Donc ça veut dire que du coup, on n'est pas simplement sur un platformer coopératif, il y a aussi une idée de roguelike. Ouais, complètement. Il y a une idée de roguelike dans le sens où à chaque fois qu'on va jouer, on va tomber avec deux nouvelles personnes, deux nouveaux niveaux, etc., etc. Et des cartes bonus qui changent quand même pas mal les niveaux à chaque fois. Et alors vous êtes tout de suite parti sur un nombre de joueurs délimité, ou est-ce qu'à un moment donné vous avez dû faire moult playtests pour pouvoir savoir que ça pouvait aller jusqu'à 10? Au départ, il me semble que c'était prévu pour 12 joueurs et que ça a été réduit à 10. Mais pendant longtemps on s'est posé la question parce que en vrai l'expérience idéale elle se situe plutôt entre 6 et 7 joueurs, je dirais. Ok. Mais c'est quand même cool d'y jouer à 10, mais c'est juste que tu te fais plus porter quand t'es 6, quand t'es 10, tu te fais quand même vachement porter par ceux qui sont devant. Alors que quand t'es 6, 5, 6, là déjà t'as un petit peu plus l'expérience où tu dois toujours... T'as toujours un moment donné où tu dois faire attention, où tu dois faire un peu plus attention à ce que tu fais et pas faire n'importe quoi. C'est quoi Oui, le alors, il y a un truc, c'est le truc là à gauche, tu peux récupérer. Ouais. En fait, il y a le Karma Pass. Le Karma Pass, c'est à chaque fois que tu récupères des karmas dans le jeu, ça fait augmenter une cagnotte globale de karma. Et cette cagnotte globale, elle débloque du contenu pour le jeu au fur et à mesure. Donc des nouveaux personnages, des nouveaux modes de jeu, etc. Des emotes, des trucs un peu plus... Vraiment communautaire, c'est-à-dire qu'en gros tu débloques des trucs qui seront débloquables par tout le monde. C'est ça, en fait, tu vas avoir un nouveau personnage débloqué pour tout le monde et gratuitement. Et en fait, c'est un peu, c'est effectivement un peu niais et tout, mais c'est bon, je pense que il faut un peu d'amour dans cette vie. Mais j'aime bien le message du jeu, vraiment, c'est porte sur l'entraide, éviter l'entre-soi, toujours être collaboratif. Ouais, carrément. C'est. Puis on a orienté vraiment le gameplay pour que ce soit concentré sur l'entraide et on évite les trolls. Et là, ce qui est cool, c'est que ça fonctionne vraiment. C'est vraiment les gens attendent les autres, ils laissent personne derrière, les gens se sacrifient pour les autres. Il y a vraiment un flow et un mood qui fonctionne bien. Et puis il y a une communauté active du jeu qui est vraiment fan du jeu, qui est sur un Discord et tout, et qui sont vraiment trop choupis, quoi. Vous avez le perso, ses capacités. T'as du coup les différents persos qui vont avoir des capacités à eux. Ouais.
Ensuite, t'as le level design de chaque niveau où, selon le nombre de joueurs, il faut quand même tenir en compte dans le truc de la fameuse aura commune. Ouais. Et derrière, t'as rajouté en plus le système de cartes qui te permet d'avoir des bonus de partout. C'est ça. D'accord. Bah tout va bien. Il y a beaucoup de contenu dans le jeu. C'est vraiment un contenu. Il paraît pas comme ça, mais il est vraiment blindé en contenu. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Donc là, c'est tous les persos que je pourrais avoir. Ouais, c'est ça. Tu peux acheter moyennement Karma. Et en tout, il y a 50 personnages dans le jeu. Il y a des personnages qui n'ont pas été encore débloqués car ils seront disponibles avec le Karma Pass, mais voilà. En gros, c'est ça. C'est insane. Est-ce que... Donc, une fois que t'as acheté un perso, tu peux te retransformer à chaque fois, c'est ça? Parce que j'en ai vu un qui se transformait. Oui, tu peux te transformer à chaque moment, une fois que t'as un personnage, en blob. C'est le personnage de base. Qui fait que quand tu prends, par exemple, l'éléphant, qui est un gros personnage, qui peut passer dans les petits endroits, tu pourras switcher à tout moment avec le blob qui, lui, pourra se faufiler dans les petits interstices. D'accord. Du coup, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a eu plusieurs tests de DA, ou est-ce que dès le départ c'est allé sur un blob, dès le départ c'est allé sur une esthétique comme celle-ci? Alors l'esthétique au départ, elle était très différente. Il y avait le pixel art qui était toujours là pour les personnages. Par contre, sur le fond, c'était des aplats. C'était vraiment des aplats un petit peu vectoriels. Et il y a eu un changement de direction artistique au bout d'un moment. Et c'est Camille Unknown qui a rejoint en même temps que moi à peu près, donc au bout de 2 ans de dev, enfin il y a 2 ans et demi à peu près. Donc il arrivait quasiment en même temps que moi, qui est un artiste, pixel artiste assez connu et qui a amené sa patte, voilà, qui est arrivé en support et qui est arrivé en tant que directeur artistique du coup, et qui a enlevé tout ce qui était aplat vectoriel pour mettre du pixel art. Globalement. Et la contrainte était pour lui de garder les animaux et les avatars qui fonctionnaient eux très bien sur ce qui existait déjà. Et est-ce que justement toi tu as changé ta façon de concevoir un petit peu le game design? Est-ce qu'il y a un jeu dans ta carrière, puisque t'as bossé sur un certain nombre de jeux, d'ailleurs certains qu'il faudrait que je fasse en live, que ce soit Road 96, que ce soit même les jeux de côté Splash Team. C'est justement, est-ce qu'il y en a un qui notamment t'a potentiellement comment dire, fait évoluer dans un sens ou dans un autre? Ouais, je pense que absolument tous m'ont apporté quelque chose. J'ai l'avantage d'avoir bossé sur des jeux vraiment radicalement différents à chaque fois. Peut-être un Splasher et Karmazoo se rapprochent un petit peu parce que c'est des platformers 2D. Mais globalement, en fait, ça m'a toujours vraiment beaucoup aidé. Splasher m'a permis de savoir ce que c'est de vraiment faire un jeu pour des gens. Déjà, d'être du côté du point de vue du QA. C'était assez important de ça, de savoir comment on faisait un jeu pour des gens. Et de voir comment il y avait justement cette différence entre idée et usage, quoi. Quelle était la différence entre les deux. Et ensuite, Paper Beast, lui, m'a plutôt appris à concevoir sur du procédural. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge. À concevoir sur de la VR aussi, ce qui est quand même un gros défi aussi. Enfin, ce jeu, c'était un peu le jeu des défis, quoi. Il y avait plein de choses qui étaient très difficiles. Et on a réussi à en faire un jeu. Donc j'étais vraiment assez content de ce projet-là. Et c'était un projet qui a aussi demandé pas mal de patience et en termes d'organisation, parce qu'on était beaucoup sur de l'itération. On n'était pas vraiment sur une idée fixe de ce que serait le jeu final, on était vraiment sur un jeu qu'au fur et à mesure on improvisait, quoi. Et c'était une volonté d'Eric de bosser comme ça. C'est vraiment une volonté un petit peu old school de sa façon de travailler, qui était un peu plus risquée aussi. Plutôt que d'avoir un plan d'ensemble, on commençait par le commencement et on finissait par la fin. Donc vraiment, on créait le jeu en même temps, comme si on le découvrait au fur et à mesure. C'était vachement intéressant comme process, mais c'était pas forcément le plus opti en termes de création.
Donc c'était vraiment un jeu qui était hyper intéressant aussi au point de vue technique, de savoir aussi comment gérer, vu qu'on était sur PS4 VR, un petit peu de jouer avec l'optimisation. Donc de dire, on peut pas mettre 50 personnages à un endroit, il faut quand même qu'on optimise pour pas que ça lag. Surtout que sur VR, il faut vraiment que ce soit ultra fluide, sinon c'est horrible. Donc voilà, apprendre et être créatif à travers les contraintes, ça a été vraiment hyper intéressant. Road 96, là, ce qui était intéressant, ça a été de m'intéresser à un autre secteur du jeu vidéo qui est l'animation. D'ailleurs, que j'ai appris que c'était pas forcément ma spécialité, que j'étais quand même vachement meilleur en level design qu'en animation. Et ça m'a permis de faire tout le process de la motion capture jusqu'à l'intégration, jusqu'à le mettre dans Unity et claquer les bonnes animations au bon moment avec tout ce qui est système d'IK, donc de caler le personnage avec d'autres objets, de caler le personnage avec le sol, voilà, de faire attention à tout ce process là, de faire pas mal de scénarisation, d'utiliser de faire des cinématiques, etc. Donc ça m'a vraiment apporté énormément de choses, Road 96 aussi là-dessus. Et puis pas mal de mini-jeux à tweaker aussi, ça c'était vachement intéressant. Genre faire du air hockey, comment bien gérer un air hockey, comment bien gérer le fait de regonfler un pneu, ce genre de truc. Comment gamifier tout ça, ça c'était vraiment sympa. Et à chaque fois, ce qui a été très intéressant, c'est au fur et à mesure, je réussissais à anticiper comment les joueurs allaient jouer au truc. Ne serait-ce que quand les gens jouent au jeu final, que je regardais les let's play sur Twitch ou quand je regardais les rediffs YouTube et que je regardais les compilations, ça me permettait aussi de voir, ah putain, il joue comme ça, en fait, cette façon de terminer le niveau, c'est trop marrant, ah putain, j'aurais pas fait ça comme ça, et voilà. Ah, pourquoi il est perdu, putain, c'est évident ce qu'il faut faire, machin. Et en fait, tout ça, je l'ai appris à chaque fois au fur et à mesure des jeux sur lesquels j'ai bossé. Et Karmazu, ça a été vraiment celui qui était le plus abouti en termes de ce que je disais. Je rebondis un peu sur le début, entre quand est-ce que j'avais entre l'idée que j'en avais que comment les gens joueraient et comment ils ont joué véritablement. Voilà. Le seul truc que j'avais pas trop anticipé, c'est que c'est un jeu, enfin je l'avais un peu vu venir, mais c'est un jeu quand même qui a beaucoup de choses visuellement. Il est chargé, hein, il y a beaucoup d'informations. Et ça, c'était une des difficultés du jeu. Et au fur et à mesure, on a essayé de l'épurer au fur et à mesure, mais ça a été quand même compliqué. Il reste chargé. Et on s'attendait que ce soit un jeu vraiment twitchable, etc. Et en fait, c'est un jeu qui est assez difficile à lire. Là, on l'a vu, là, on avait fait c'était le lundi dernier où il y a eu le stream du lundi sur Karmazu. Et on a vu qu'en fait, il y avait quand même des gens qui avaient des difficultés à comprendre ce qui se passait quand on le regardait via Twitch. Donc quand ils jouent pas, c'est un peu difficile à lire. Et donc ça, je pense que tu vois, c'est une des leçons que je prendrai sur les prochains jeux. Garder un côté clair pour des spectateurs. Vraiment qu'à tout moment, des joueurs qui débarquent sur un stream puissent comprendre exactement ce qui se passe au premier coup d'œil. Tu vois, ça marche très bien sur un Stray. Tu vois, par exemple, un Stray, c'est très lisible. Tu vois tout de suite, c'est un chat dans un monde post-apo un peu cyberpunk. Tu comprends très bien que tu joues un chat dans un meilleur cyberpunk et c'est très lisible. Tu comprends tout de suite l'attention. Alors que Karmazu, il faut comprendre quand même que si tu joues à plusieurs, tu joues avec des inconnus, ou pas forcément d'ailleurs avec des amis que tu peux jouer. Il y a des avatars différents qui ont chacun un pouvoir, chacun a une aura, il faut se sacrifier dans les pics pour créer des tombes. Voilà, c'est quand même très il y a beaucoup de mécaniques qui ont été pensées pour créer un bon feel good en multi. Et toutes ces mécaniques là, en fait, elles sont hyper intéressantes à jouer, mais à regarder, pas forcément. Donc ça va être un des trucs qu'il va aussi falloir qu'on réfléchisse pour le futur, c'est de toujours avoir en tête que le jeu doit être lisible et compréhensible instantanément par des spectateurs. Et c'est vrai que manette en main, je confirme que t'arrives à suivre en fait l'action. Ouais, c'est ça. En fait, dès que t'as fait le tuto, une partie, normalement après c'est bon, t'es lancé, tu comprends ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Tu comprends au moins à peu près, même si c'est pas toi qui vas chercher la mécanique parce que les autres sont plus rapides. C'est vrai que tu sais. Il y en a un qui va chercher, je sais pas, l'électricité, et t'es là, tu fais, ah oui, attends, je vais me mettre là, je vais faire relais. Donc ça marche bien, ouais.
Voilà, donc cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié cet échange qui continue justement sur des questions à la fois techniques d'un côté et à la fois artistiques de l'autre. En attendant de découvrir peut-être la suite, je vous souhaite une superbe fin de journée.